Un puits abandonné, au fond, les ténèbres. Et là, dans cette obscurité étouffante, reposent les corps sans vie d'enfants arrachés à leur famille, victimes d'une cruauté inimaginable. En 1977, le Maroc découvre l'horreur incarnée en un homme, Mustapha Moutachawer. Cet homme, dont le sourire semblait rassurant, cachait une noirceur insondable. Kidnapping, extorsion et meurtre froid. Ces crimes ont choqué le Maroc, mais aussi captivé l'attention internationale. En 1978, l'affaire a fait l'objet d'un article très complet dans le journal Le Monde et, plus d'une décennie plus tard, a eu droit à un segment entier dans l'émission suisse Dossier Justice. Mais comment un tel monstre est-il né? Est-ce que c'est un psychopathe ou simplement un animal sauvage sans code prêt à tout pour assouvir ses pulsions? Est-ce que c'était un pédophile ciblant les plus vulnérables ou un assassin dépourvu de tout modus operandi précis, tuant sans préférence ni limite? Je m'appelle Rimbour Semi et je vous invite à remonter le temps pour découvrir le récit glaçant de Mustapha Moutachawiq, celui qu'on a appelé le monstre de Casablanca. Plantons d'abord le décor. On est en 1938 dans un Maroc sous protectorat français. À Casablanca, dans une modeste maison du quartier Ben Msik, Mohamed Ben Bouchta Moutachawiq, vendeur d'eau, Garab en Darija, accueille la naissance de son fils Mustapha. Dans une famille marquée par la pauvreté, cet enfant grandit bien évidemment dans des conditions très difficiles et dans un état de survie constant. Mais rien ne laissait présager la direction qu'il allait emprunter plus tard. Mustapha n'a que 12 ans quand la mort de son père bouleverse sa vie. Privé de repères, il abandonne ses études coraniques et dérive lentement vers la rue. Il commence par voler des petits objets dans les marchés bondés de Casablanca, profitant de la distraction des marchands pour subtiliser des fruits ou des pièces d'argent. Déjà habile à manipuler son entourage, il arrivait à convaincre parfois des passants compatissants à lui offrir de quoi manger ou une piécette, montrant, si jeune, un talent pour exploiter les failles humaines pour sa survie. Et petit à petit, Mustapha semble perdre tout ancrage moral. Comme il veut gagner sa vie facilement et qu'il n'est pas intéressé par travailler pour se retrouver dans la même misère que son père, il s'enfonce dans des actes de plus en plus audacieux et sans remords, comme des agressions ou comme pickpocket. Il s'abandonne à une logique où les limites de l'acceptable s'effacent tout doucement. Le 2 mars 1956, fin du protectorat. Mustafa Moutachawer est alors âgé de 18 ans. C'est un jeune homme hargneux, querelleur, poivreau, sans pitié ni indulgence. Il épouvante, terrorise et terrifie toute personne qui croise son chemin. Tout le monde l'évite comme la peste. 1958, il a 20 ans. Il rejoint l'armée à la caserne d'El Hajb. Pour remettre un peu en contexte son histoire, rappelez-vous que le Maroc est en pleine reconstruction après l'indépendance et les institutions militaires jouaient un rôle central dans la stabilisation du pays. Mais Mustapha peine à s'adapter à la rigueur de la discipline militaire. Des rapports signalent des altercations avec ses supérieurs et un manque de respect des règles, ce qui amène à son renvoi après seulement quelques semaines. Ce renvoi marque un retour brutal à sa vie antérieure, mais avec probablement un sentiment d'échec qui alimente sa colère et sa détermination à recommencer à chercher des moyens rapides et sans scrupules pour subsister. Face à ses besoins de survie, il réalise très vite que les enfants sont des cibles idéales, vulnérables, facilement influençables et moins susceptibles de se défendre ou d'attirer l'attention. Et il cible principalement les enfants seuls dans les quartiers huppés de Casablanca, où les familles aisées offrent souvent à leurs enfants des objets de valeur comme des montres, des bracelets, des boucles d'oreilles pour marquer des événements spéciaux. Mustapha sait très bien exploiter leur confiance avec une habileté troublante. Il adopte un ton rassurant, engage une conversation en prétendant être envoyé par un parent ou promet des cadeaux. Une fois leur confiance acquise, il les vole avant de disparaître dans les ruelles labyrinthiques de Casablanca, insaisissable comme un fantôme. Malgré tout, il finit par être arrêté et condamné à 3 ans de prison ferme. Transféré à la prison agricole d'El Jadida, il impose sa domination sur les autres détenus, une vraie terreur. Libéré en 70, il quitte Casablanca pour une vie d'errance entre Rabat, Salé, Meknès et Fès. Pourquoi cette région? On ne sait pas, mais ce que l'on sait, c'est qu'il ne s'est pas rangé et qu'il continue ses activités criminelles en se déplaçant constamment pour éviter d'attirer l'attention. Ces déplacements d'ailleurs deviennent une stratégie clé qui challengera beaucoup les policiers. Vous verrez.
Mustapha rôde donc dans les quartiers des quatre villes en quête de proies faciles à dévaliser. Ses victimes se comptent par dizaines. Et à chaque fois, même au pire des moments, il parvient à s'échapper, à se volatiliser. Le 11 décembre 72, à Meknes, il tente de dérober la jeune Raja al-Husseini, âgée de 14 ans. Mais son père intervient. Mustapha le poignarde sans toutefois le tuer. Alors que les badauds s'attroupent, il réussit à s'enfuir. 2 jours plus tard, à Fès, il croise le chemin du jeune Anas, 15 ans, porteur d'un sac contenant des mdemmat, des ceintures en or, et qu'il dévalise sous la menace de son couteau avant de disparaître. De retour à Meknes, Mustapha essaie de revendre les mdemmat à un bijoutier, mais ce dernier refuse, suspectant qu'elles proviennent d'un vol. Furieux, Mustapha le poignarde avant de s'enfuir à nouveau. On le voit maintenant, il ne se contente plus de petits larcins. Ses crimes deviennent de plus en plus violents, marqués par une absence totale de remords. Sa violence escalade et tuer devient un acte banal. Instable, Moutachaouek n'a pas d'adresse fixe. Traqué par la police, il ne peut pas passer plus de 2 mois au même endroit. Il change souvent et il doit être discret. Les voisins ne doivent pas le remarquer. Il est calme, ne fait pas trop la fête et n'invite jamais aucune femme. Mais il y invite des hommes, parce que Mustapha est gay. Début 73, il loue d'ailleurs une chambre avec son amant, Mohamed Lamrani, un jeune tolard également recherché par la police. Mais même s'il est traqué, Mustapha ne calme pas ses pulsions meurtrières. Loin de là. La nuit du 11 au 12 février 73, lors d'une soirée de beuverie entre copains, Mustapha poignarde Hassan Ben Issa, qui voulait rompre leur lien après avoir découvert l'ampleur des activités criminelles de Mustapha. Mohamed Ben Driss, un voisin réveillé par le tapage, frappe à la porte de la chambre pour voir si tout va bien. Sur le pas de la porte, Mustapha le rassure et l'invite même à faire la fête avec eux. Alors qu'il n'est pas au courant de l'agression qui vient de se produire, alors qu'il croit, Mustapha, que tout va bien et qu'il accepte l'invitation à venir boire un verre avec eux, Mustapha le poignarde. Cette scène et ces 2 meurtres démontrent encore une fois cette banalisation glaçante de la violence chez Mustapha, pour qui tuer semble désormais une réponse instinctive à toute forme de confrontation ou d'opposition. Quelques semaines plus tard, Mustapha franchit un nouveau cap en décidant d'abandonner les armes blanches, armes de prédilection jusque-là, pour des armes à feu. Il lui en faut une et il finit par la trouver. Dans la nuit du 15 mars 1973, à Moulay El Zerhoun, à 26 km de Meknes, il attaque un auxiliaire de police et lui vole son arme. Le lendemain, exalté par sa nouvelle possession, il est impliqué dans une fusillade à Meknes avec une patrouille de police. Alors que cette dernière ne le cherche pas du tout, Mustapha a pris peur lors de l'interpellation et a tiré. Mais encore une fois, il parvient à s'échapper. Il finit par se réfugier à Fès et il fait de cette ville son nouveau terrain de chasse. Il y multiplie les braquages audacieux, ciblant notamment des bijouteries comme celle de David et de l'Hajj Ghali. Ces vols lui rapportent des sommes importantes, mais attirent aussi l'attention des autorités, devenant l'ennemi public numéro 1 dans la région. Parce que même si les investigations policières ne mènent à rien, les forces de l'ordre réussissent tout de même à l'identifier comme l'auteur des 2 meurtres de Meknas et des braquages de Fès. Par contre, la police semble vraiment dépassée par sa capacité à disparaître rapidement à chaque fois. Des évasions maintenant caractéristiques de son modus operandi, le rendant insaisissable. Il devient alors une cible prioritaire et les policiers et leurs indices sont en alerte maximale, guettant le moindre faux pas. Sentant le danger se rapprocher, Mustapha monte dans un autocar en direction de Casablanca, la ville où son destin prendra une tournure encore plus sombre. Je vous raconte la suite dans le 2e épisode de cette première saison de Maroc d'ombre et de mystère, consacrée à l'affaire du monstre de Casablanca. Maroc d'ombre et de mystère est une production de Red Donkey Creative. Cet épisode est préparé et réalisé par Rem Boursemi. Nous sommes sur Instagram si vous voulez nous parler. À très vite pour un nouvel épisode.